Ok, ben moi je propose que nous puissions démarrer ce webinaire thématique. Donc bienvenue à tous. Je suis Frédéric Moreau, donc alors, délégué de la Fédération des centres sociaux de Vendée, mais chargé de mission du groupe numérique pour la Fédération des centres sociaux de France. Donc bienvenue à tous. On accueille aujourd'hui alors Maya Oti de la FCSF qui va nous accompagner tout au long du webinaire, et puis Madame Julia Herriot qui représente l'ANCT et notamment le dispositif conseiller numérique qui est le sujet de notre webinaire. Donc, je propose, Julia, peut-être de vous présenter et puis de rentrer dans le dur du sujet, déjà de nous présenter le dispositif conseiller numérique et on pourra ensuite prendre des questions. En termes de modalités, on va commencer peut-être par quelques petites questions que Maya va vous suggérer qui va nous permettre de savoir qui est dans la salle. Ça marche. Je te laisse la main. Ouais, j'en profite juste pour vous dire que là, en effet, vous êtes en interface webinaire, donc c'est normal que vous ne vous voyiez pas entre vous et vous ne voyez que nous trois, les panélistes. Et du coup, en termes de fonctionnalité, vous avez accès à discussion, comme ici là pour échanger, ou alors l'onglet questions et réponses en bas Q et R que vous pouvez utiliser pour poser vos questions tout au fil du webinaire. Et puis moi, je serai là aussi pour synthétiser les questions et les reposer ensuite à Julia ou Frédéric en fonction. Et avant ça, bah oui, on peut commencer. Donc, je peux vous lancer les deux premières questions. Enfin, la première question déjà du sondage. Hop, c'est parti. Elle n'est pas très compliquée, mais c'est pour savoir un peu d'où vous venez en termes de territoire. Hop, vous avez presque tous répondu, toutes et tous. Donc, encore 3 réponses. Allez, plus qu'une réponse. Yes, ok. Donc à 74% en milieu urbain et D'accord, 26%, 9 d'entre vous en milieu rural. très bien. Voilà, vous voyez, je pense, le résultat là. Hop, maintenant, vous les voyez. Hop, Oui, tout à fait. ok. Et je peux vous poser la seconde question. Euh, c'est parti. Pour en savoir plus, là, où vous en êtes en termes de recrutement au niveau de votre conseiller ou conseillère numérique. Déjà recruté, en cours de recrutement ou pas encore? Il nous manque encore quelques personnes. Merci Olivier pour la précision en termes de territoire en Guyane, en effet. Bon, j'arrête là le sondage, je vous partage les résultats. Donc voilà, on est sur Ok. une majorité, 53% qui n'ont pas encore recruté leur conseiller ou leur conseillère, 9 d'entre vous en cours de recrutement et 6 d'entre vous déjà recrutés. C'était Hop, la dernière question. hop, tu veux que je te repartage les résultats? Oui, oui, non, merci. On avait deux questions, hein. C'était ça ma question. On avait 2 questions, en effet. Donc c'était la Ok. dernière. Ben merci à vous. Comme ça, on voit un peu effectivement le panel. Il y a déjà des questions, hein, Julia, par rapport au conseiller. On les met de côté. On vous les posera après la présentation du dispositif. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Julia Herriot, je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires dans le programme Société numérique, qui est un programme de l'ANCT qui s'occupe de toutes les thématiques liées à l'inclusion numérique et je m'occupe particulièrement donc du dispositif conseiller numérique. Je ne sais pas exactement à quel stade vous en êtes dans le dispositif, si vous le connaissez bien ou si vous avez déjà recruté, vous êtes en zone de recrutement. Je sais que certains d'entre vous ont des questions très pratico-pratiques. J'en ai déjà vu passer une dans le chat. Mais en tout cas, ça me semble important de faire un petit point sur une présentation globale du dispositif. Je vais aller très vite.
Et ensuite, je vais vous expliquer, vous détailler un peu plus précisément le process de candidature au dispositif, ensuite de recrutement. Et évidemment, on laissera une grande place aux questions et réponses, puisque je pense que ça va nous occuper pas mal. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit. Ok, super. Donc voilà, comme je vous le disais, je vais d'abord vous présenter les dispositifs, son ambition, ses enjeux, qu'est-ce que c'est un conseiller numérique, comment fonctionne la plateforme, et ensuite donc notre temps de questions-réponses. Juste pour remettre en contexte très rapidement, ce dispositif, il s'inscrit dans une temporalité du plan de relance. Donc, ça a été lancé en novembre dernier. Donc, il y a plusieurs mesures dans le cadre de ce plan de relance qui ont été prises pour l'inclusion numérique. Donc, c'est en tout 250 millions d'euros. La plus grosse mesure, c'est évidemment le recrutement de 4000 conseillers numériques France Service qui sont formés et recrutés et subventionnés pendant 2 ans par l'État. Donc les missions du conseiller numérique France Service, ça me semblait important de les rappeler. Donc le conseiller numérique France Service, il ne fait pas à la place d'eux, il essaie de proposer à l'usager d'accéder à l'autonomie vers les usages du numérique. Donc il y a 3 piliers fondamentaux, donc les soutenir dans leurs usages du quotidien, sensibiliser aussi aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques. Et enfin, rendre autonomes les usagers pour qu'ils soient autonomes dans leur démarche administrative en ligne seuls. Juste une petite remarque, un conseiller numérique, pour réaliser l'ensemble de ses actions, peut très bien réaliser des missions hors les murs, c'est-à-dire pas forcément au sein de la structure recruteuse. Il peut vraiment agir en itinérance. Donc, nous, on a eu des projets, par exemple, de bus conseillers numériques, de conseillers numériques qui vont vraiment à travers des territoires peu denses et ruraux. Un conseiller numérique peut aussi intervenir dans plusieurs structures. Donc on détaillera un peu plus tard ces cas de figure, mais en tout cas on encourage vraiment le aller vers pour rendre visible en fait cette offre de service public qu'on propose. Donc ici, vous voyez un petit florilège en fait d'activités essentielles qu'un conseiller numérique peut délivrer. Donc ça peut être tout simplement naviguer sur Internet, apprendre les bases du traitement de texte, envoyer des courriels, savoir se servir tout simplement d'un smartphone. Donc c'est des usages qui sont assez pratico-pratiques et qui encouragent du coup l'autonomie de l'usager sur le numérique. Alors, pourquoi du coup accueillir un conseiller numérique France Service? Donc, on propose un soutien financier donc de 40 000 € pour les contrats de 24 mois ou en CDI et de 32 000 € pour les contrats de 18 mois en CDD. Il y a aussi une prise en charge à 100% des frais de formation, puisque le conseiller numérique est d'abord formé avant de prendre en main son poste. Donc, c'est une formation qui est certifiante, qui lui permettra ensuite de potentiellement faire revaloir son expérience ailleurs, puisque l'idée du dispositif, c'est aussi de structurer la filière de médiation numérique, qui aujourd'hui est assez précarisée. C'est beaucoup de personnes, vous le savez, qui sont soit à temps partiel, soit en service civique. Donc, l'idée, c'est vraiment de structurer cette filière de médiation numérique et de créer, de valoriser ce métier. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous, dans notre dispositif, on souhaite que les conseillers numériques soient à temps plein, donc à 35 heures par semaine. Donc on n'accepte que des contrats à temps plein. On propose aussi un outillage du conseiller numérique, donc avec des supports pédagogiques, des tests de compétences pour les usagers. On assurera une animation nationale pour ces conseillers numériques-là en leur partageant des ressources, en leur proposant un accès à un espace qui s'appelle Espace Coop, qui est en fait un espace communautaire où ils pourront s'échanger entre eux aussi des ressources et dialoguer. Et on propose aussi un kit d'accompagnement resserré pour les employeurs, donc avec des modèles types de contrat de travail, un guide aussi pour vous aider, et évidemment un accompagnement humain, donc en l'occurrence moi et la Banque des Territoires qui opère aussi ce dispositif avec nous. Alors, comment du coup accueillir un conseiller numérique? Donc, il s'agit
donc de sélectionner un candidat qui sera présent sur la plateforme, puisqu'on a lancé en novembre une plateforme pour vous proposer de manifester votre intérêt sur le dispositif, mais également pour proposer à des candidats de postuler directement pour devenir conseiller numérique, faire partie de ces 4000 personnes. Donc, on a tout un vivier en fait, de candidats, de plus de 20 000 personnes qui sont motivés pour devenir conseiller numérique. On en a vraiment partout en France, plein de profils différents. Donc, il s'agit de choisir donc, un candidat dans ce vivier-là. Donc, en tant que structure employeuse, bien sûr, vous signez un contrat de travail avec cette personne. Vous laissez partir le conseiller numérique donc en formation et en examen avant sa prise de poste effective. Bien sûr, le conseiller numérique devra répondre aux 3 missions prioritaires que je vous ai présentées plus haut et mettre à disposition les moyens et les équipements nécessaires pour réaliser ces missions, puisque la subvention que je vous ai exposée plus haut concerne uniquement le salaire du conseiller numérique. Il ne concerne pas l'équipement de travail, donc il faudra le fournir en équipement informatique pour qu'il puisse réaliser ses missions et éventuellement en termes de moyens de transport également s'il doit être en itinérance. Alors du coup, concrètement, comment ça se passe? Donc je sais que certains d'entre vous ont déjà passé cette phase-là, mais la première phase, c'est bien sûr de s'inscrire sur la plateforme conseillernumérique.gouv.fr. Qu'est-ce que ça implique? C'est simplement de remplir un questionnaire pour manifester votre intérêt. Et directement, en fait, votre candidature va être rendue visible à la préfecture de département. Préfecture de département qui va vous contacter pour mieux connaître votre projet, voir comment il s'inscrit dans le maillage territorial qu'elle essaie de faire. Votre candidature sera donc validée ou rejetée par la préfecture de département qui nous transmet son avis et nous statuons du coup au niveau national en nous appuyant assez largement sur son avis. Donc, une fois que vous êtes déclaré éligible, si la préfecture trouve que donc, votre projet est cohérent et s'inscrit bien dans l'ADN du dispositif et dans le maillage territorial du département, donc vous êtes notifié par la préfecture, également par nous. On vous envoie directement un mail avec vos accès à un espace qui s'appelle espace structure, où vous pourrez à la fois analyser les candidatures des candidats, donc commencer votre recrutement finalement, et également faire votre demande de subvention via démarche simplifiée. Donc, c'est un espace qui a vraiment ces 2 fonctionnalités-là. Donc, une fois que vous avez trouvé votre candidat sur la plateforme, que vous l'avez rencontré, que vous avez passé un entretien et que vous souhaitez le recruter, donc il y a un bouton sur lequel cliquer qui s'appelle « Je souhaite recruter ». Et vous pouvez avancer sur votre demande de subvention en parallèle et contractualiser avec votre conseiller. Donc, une fois que le contrat avec le conseiller est signé, donc il part en formation. Donc, la formation, il faut savoir qu'elle a une durée variable en fonction du niveau du candidat. Pourquoi? Puisqu'on avait, nous, on souhaitait que les postes de conseiller numérique soient ouverts à la fois à des débutants et à des seniors, puisqu'il y a déjà des conseillers numériques, des médiateurs numériques. On sait qu'il y en a des très expérimentés. Donc, évidemment, ce dispositif s'adresse à eux, mais également à des personnes en réinsertion, des jeunes diplômés. Donc, on peut avoir plusieurs profils différents qui ont plus ou moins d'expérience dans la médiation numérique. Donc, l'organisme de formation va proposer un test de positionnement au candidat et cela va résulter de lui attitrer une formation adaptée à son niveau, donc entre 105 heures et 420 heures. Donc, il y a 2 modèles de formation, une formation à distance et une formation en présentiel. On favorise en premier lieu la formation en présentiel et c'est pourquoi c'est directement l'organisme de formation en présentiel qui vous contacte en premier lieu pour vous proposer une date. Si la date ne convient pas, s'il est trop tardif par rapport à votre date de recrutement, dans ce cas-là, on vous propose de basculer sur une formation à distance où on a beaucoup plus de flexibilité pour vous proposer plus de dates. Voilà, donc à l'issue de cette formation, le CNFS, on peut prendre ses fonctions. Petite remarque, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre la signature de la convention de subvention pour signer le contrat. Voilà, c'est 2 choses qui peuvent être faites en parallèle. Voilà, et je vous ai mis donc des liens utiles à la fin de la présentation. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vais vous laisser du coup adresser vos questions
vos questions du coup maintenant. Peut-être commencer par les contenus de mission, Julia. Sur, par exemple, les missions, on a une question autour de mission conseiller numérique et écrivain public. Ça renvoie aussi peut-être à la question de conseiller numérique et poste existant dans les structures. Il y a voilà, est-ce que c'est compatible? Voilà, donc dans le contenu de mission, il y a cette question autour de l'écrivain public et il y a la question de le conseiller numérique est-il uniquement sur des approches individuelles ou est-ce qu'il peut être aussi sur des approches collectives, style atelier de groupe, sensibilisation en direct sur la voie publique, ça arrive qu'on passe ça dans les centres. Donc, est-ce qu'on peut clarifier un peu aussi ce qu'il y a autour des missions du conseiller numérique? Alors, très bonne question. Alors, sur nous, la seule chose qu'on impose en termes de fondre des missions, c'est vraiment les 3 piliers que je vous exposais tout à l'heure. Donc, je vais peut-être les remettre pour que vous l'ayez bien en tête. Hop. Donc voilà, soutenir les Français dans les usages du quotidien du numérique, favoriser un usage éclairé du numérique et les rendre autonomes pour faire des démarches administratives. Donc ces 3 piliers-là sont très importants. Après, comment on va les décliner? Est-ce que ce sera en atelier collectif ou en demande ponctuelle? Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment en fonction du territoire et des usagers que vous rencontrerez, puisque il y a certaines zones, on le sait, où les usagers n'auront pas le réflexe en fait potentiellement de venir en fait consulter un conseiller numérique. Donc nous d'ailleurs, on va fournir un kit de communication pour la structure pour qu'elle puisse communiquer un petit peu sur l'arrivée d'un conseiller numérique dans sa structure. Donc ça c'est très important. Okay. Mais en tout cas, ça va être très variable en fait. Soit il y a des personnes qui vont venir spontanément au sein de la structure par curiosité parce qu'ils ont un besoin très spécifique. Donc, par exemple, voilà, j'aimerais bien installer WhatsApp pour parler avec mes petits-enfants. Dans ce cas-là, alors voilà, le conseiller numérique va essayer non seulement il ne va pas forcément lui installer tout de suite WhatsApp, mais en tout cas essayer justement de lui montrer tous les moyens de communication possibles et voilà, la guider vers l'autonomie sur cet usage-là. Mais on est dans des zones où il y aura potentiellement plus de demandes spontanées. Je pense qu'en termes de gestion, ça va être trop compliqué pour le conseiller de gérer ces demandes spontanées en masse. Et dans ce cas-là, il y aura toute une organisation d'ateliers collectifs, effectivement, à mettre en place. Ok, donc dans ces 3 missions-là, il n'y a pas de ratio, il n'y a pas d'attente en se disant il y a un équilibre à avoir. Ça dépend vraiment de la demande territoriale. Exactement, il n'y a pas de ratio et il y a juste un élément que j'ai pas forcément assez insisté là-dessus, c'est que tous ces ateliers et ces prestations que le conseiller numérique va faire doivent bien s'adresser au grand public, donc au tout venant. C'est-à-dire que on a eu pas mal de demandes de structures qui souhaitaient s'adresser à un public spécifique, cible. Donc c'est possible, tout à fait, puisque on sait qu'il y a des besoins très spécifiques, par exemple dans les écoles, chez les parents d'élèves, par exemple. On a une demande aussi des chambres d'agriculture, par exemple, pour vraiment parler plutôt aux agriculteurs. Donc, c'est possible d'agir sur des publics cibles, mais à la marge. C'est-à-dire que un conseiller numérique devra, au moins à 50% pour le coup, faire des permanences et être disponible au tout venant, au grand public qui souhaiterait s'adresser à lui. Ok. Alors, avant d'attaquer des choses qui sont plus techniques, hein, sur déjà des engagements, des contractualisations, il y avait une question autour de, alors c'est conseiller numérique France Service, ce qui donne une vision, voire une confusion avec Maison France Service. Et donc, il y a une question autour du fait que est-ce que les conseillers numériques sont liés à la mise en place des Maisons France Service? Très bonne question également. Donc, le dispositif France Service, il est opéré aussi à la NCT. Donc il était présent avant que les conseillers numériques arrivent. Donc, c'est
on sait que ça entraîne de la confusion et pour autant, on a donné ce nom-là pour garder une certaine cohérence en fait entre tous les dispositifs de l'État qui agissent sur le numérique. En revanche, je le reprécise, un conseiller numérique peut très bien être embauché ailleurs que dans une France Service. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est simplement une appellation qui a été décidée dans le cadre d'une cohérence d'appellation. Voilà. Voilà, alors avec une exigence de cohérence territoriale, on avait une question autour de centre social à côté d'une maison France Service. Effectivement, là, il y a à trouver aussi l'articulation complémentaire. On parlait des permanences individuelles, Oui. donc pourquoi pas faire une mise à dispo à la maison France Service ou l'inverse d'ailleurs, de mise à dispo sur des ateliers collectifs, voilà, selon les territoires. Donc après ça, c'est plutôt à imaginer en fait. Complètement, puisque la difficulté d'ailleurs qui nous a été remontée pas mal justement par des structures, c'est que comme le conseil numérique doit être à temps plein, des fois ça pose problème puisque justement il y a des structures, je ne sais pas si c'est le cas des vôtres, mais qui ne sont pas forcément ouvertes 35 heures par semaine tout simplement. Et dans ce cas-là, la mutualisation avec une autre structure, ou une France Service par exemple, ça peut être une autre structure, une collectivité par exemple, est possible. Voilà, et encouragée même. Ok. Alors, il y a des questions autour des vagues de demandes et des vagues d'accords. Parce Oui. qu'effectivement, il n'y a pas eu tout le temps les mêmes décisions au même moment au départ. Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'il est toujours possible de faire une demande aujourd'hui auprès de sa préfecture? Je suppose que oui, mais vous allez répondre. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez une lisibilité du calendrier pour chaque département? Où en est la phase? Alors, par exemple, là, j'ai une question plus précise des Côtes d'Armor. Où en est la phase de sélection, sachant qu'il y a eu des demandes complémentaires il y a déjà un mois. Donc, on se dit, ça fait déjà un mois, en fait. Donc, comment se passent les phases de sélection, là, au sein de la NCT? Quel process? Voilà, quel process? Alors, où on en est? Alors déjà, pour vous donner un petit peu un panorama de l'état du déploiement du dispositif, aujourd'hui, on a 0 conseiller numérique en poste effectif, mais par contre, on en a 400 qui sont en formation. Donc, vous voyez, on est au tout début finalement. En revanche, on a déclaré éligible presque 3000 structures, enfin 3000, enfin plus exactement, 3000 postes de conseillers numériques ont été, entre guillemets, débloqués et assignés, en fait, à des structures qui ont été déclarées, du coup, éligibles. Donc, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reste, entre guillemets, si vous n'avez pas encore postulé sur la plateforme, c'est toujours possible. En revanche, il faut un peu le voir comme la fin du processus de sélection des structures qui vont être déclarées éligibles. Donc, il faut pas tarder. En tout cas, l'inscription sur la plateforme n'est pas engageante, donc je vous invite vraiment à le faire si vous avez même simplement l'intuition ou vous êtes au début de votre réflexion, il n'y a pas de souci, inscrivez-vous. La préfecture de votre département prendra attache avec vous rapidement pour comprendre votre projet. Et sur les vagues d'affectation, donc on a eu une première vague entre mars et mai, qui est passée. Et là, on est en plein milieu de notre seconde vague qui termine dans 15 jours, donc mi-juillet. Et on aura éventuellement une troisième vague avec le reste de postes affectés à la rentrée. Voilà pour les personnes qui n'ont pas encore postulé. Pour les Côtes d'Armor, donc du coup, je pense que pour le coup, c'est pas un département qui est encore passé dans la seconde vague. Donc dans les 15 jours arrivants, vous allez avoir des nouvelles. Si vous êtes dans le processus avec la préfecture, rapprochez-vous d'elle. C'est elle qui vous pourra vous dire, voilà, vous passez en comité de sélection à tel moment. Je reviendrai vers vous à tel moment. Elle pourra vraiment vous renseigner là-dessus. Ok. Il y avait une question autour de… Alors, une question qui est assez récurrente. On a déjà des postes d'animateurs numériques qui sont dans les centres sociaux. Est-ce que c'est compatible avec le dispositif de valider un poste existant dans une structure au titre de conseiller numérique? Alors, c'est une très bonne question. La philosophie du dispositif, c'est vraiment de venir en renfort de l'existant. Et quand je dis renfort d'existant, c'est un effectif en plus ou une consolidation de postes
voilà, il y avait un VIE, on l'a transformé en CDD ou en CDI. Donc, c'est vraiment la philosophie du dispositif. Après, on a conscience que voilà, c'est potentiellement compliqué pour des structures, des fois, de pérenniser des postes, et que là, ça peut être un bon moyen de le faire. Donc, dans le cadre de structures de droit privé, il n'y a pas de problème pour ça. Enfin, s'il y a un poste qui existe, on peut refaire un contrat, effectivement, parce qu'il y aura nécessité de refaire un contrat. Pour débloquer la subvention, il faut donc faire un contrat. Même si la personne préexistait avant, voilà, c'est tout à fait possible. Ok, donc ça, c'est plutôt à voir avec l'interlocuteur préfecture, enfin, la Tout à personne fait. référente. Tout à fait. Ok, très bien. Toujours là sur la première procédure, on a une question autour de démarche simplifiée, là, avec un dossier qui est en instruction depuis à peu près 3 semaines. Est-ce qu'on sait un peu les délais d'instruction là à partir du moment où le candidat est validé, la vague a validé le poste, est-ce qu'on connaît un peu les délais entre ben moi je vous donne le nom de la personne que j'ai recrutée et ben, il part en formation et tout le dossier est instruit. Et ben justement, vous venez de dire le principal, c'est qu'on priorise à 100% les structures qui ont fait leur démarche sur démarche simplifiée, mais qui ont choisi un candidat, puisqu'on en a certaines qui vont au bout des démarches pour faire la demande de subvention, mais qui n'ont pas choisi de candidat. Là, c'est des dossiers qui sont pour le coup assez dépriorisés. Donc, je vous invite vraiment à trouver votre candidat. Si vous arrivez avec votre dossier complet plus un candidat, normalement, vous êtes prioritaire. Alors, 3 semaines, ça me paraît un peu beaucoup. Je pense que vous aurez des nouvelles très rapidement. Là, justement, on est à peu près sur un délai de 3 semaines maximum d'instruction. Et pour rien vous cacher, c'est donc la Banque des Territoires qui opère notre dispositif et qui instruit les dossiers. Et ils ont renforcé leur équipe la semaine dernière. Donc, ça va s'accélérer. Ok, très bien. Pour ça, je pense qu'on est bon. Alors, il y a la question du niveau de formation et on va peut-être pouvoir discuter un peu de la formation elle-même. Donc, il y a un socle minimum qui doit être autour des 105 heures, là, puis il y a un socle maximum sur 4 mois. Il y a une question autour du niveau de formation initiale. Si le niveau de formation initiale est déjà sur le pôle numérique, accompagnement des personnes, comment se passe la phase de test? Est-ce que les phases de test, elles sont calibrées déjà en date ou ça dépend des régions? J'ai un peu un bout de la réponse, hein, mais mais voilà, donc là, autour de ça, de cette logique de formation, la personne arrive avec pas de formation, avec une formation déjà très calibrée. Comment ça se passe? Alors, nous, la formation qu'on propose, elle délivre donc la certification CCP1. Donc, si la personne a déjà cette certification-là, elle peut sauter la formation. Voilà, mais c'est le seul cas dérogatoire. Sinon, la formation est obligatoire nous, on s'engage à mettre en poste ces 4000 personnes qui sont du coup formées au métier de la médiation numérique et qui ont donc cette certification-là. Donc, en termes de calendrier, une fois que vous avez renseigné le nom de la personne sur la plateforme, le nom de personne que vous souhaitez recruter sur la plateforme et la date de démarrage souhaitée du contrat, l'organisme de formation en présentiel vous contacte et essaye de sonder votre date souhaitée de recrutement pour organiser ses cohortes de formation. Donc, ça peut être assez variable. On a beaucoup d'aides de formation prévues, notamment au mois de septembre. Là, cet été, il y en a quelques-unes au mois de juillet, mais au mois d'août, on n'a pas réussi à former de cohorte. Mais voilà. Et si justement, si vous voulez recruter le plus tôt possible, on peut envisager donc une formation à distance qui peut se faire également en alternance. Donc, comme ça, vous avez aussi votre candidat, votre conseiller, du coup, qui peut être présent au sein de la structure en parallèle de sa formation, ce qui peut être intéressant pour vous également.
Il y a une question autour de qui forme les conseillers et donc le contenu de la formation, même si on sait qu'il y a un contenu avec une unité. Est-ce qu'on peut juste, Mm. voilà, qui forme les conseillers dans les territoires et il y a quoi à l'intérieur de cette formation? Ok, alors on a passé un marché public en fin d'année dernière pour tout simplement désigner les organismes de formation qui allaient prendre en charge cette formation. Donc on a des consortiums qui sont créés d'organismes de formation à l'échelle donc régionale. Donc, je vous enverrai ma présentation que je vous ai déroulée tout à l'heure et également la liste de ces consortiums pour que vous puissiez les voir. Je ne vais pas les lire les listes parce que c'est des consortiums qui font plusieurs lignes. Mais on a notamment des noms connus comme l'AFPA, Saint-Plon, voilà, des gros organismes. Je vous enverrai également le descriptif du contenu de la formation que je ne connais pas malheureusement par cœur, mais qui concerne à la fois le développement de compétences numériques, bien sûr, mais des compétences sociales qui sont aussi indispensables à la prise en charge d'usagers en situation de fragilité numérique. Ok. Toujours sur cette question-là, et notamment, là, on revient un peu sur la question des vagues. Là, j'ai deux questions autour du 20 août, qui serait une date butoir. Alors, je ne sais pas de quoi, mais avec une embauche 15 jours avant la formation. Donc, il y a un délai théorique entre l'embauche et le départ en formation qui est calibré. Alors, en fait, effectivement, nous, on est dans un cadre d'un dispositif du plan de relance. Donc l'idée, c'est d'aller vite, puisqu'il y a des besoins qui sont déjà là depuis déjà bien trop longtemps. Et depuis la crise, ils se sont fait vraiment encore plus sentir. Donc l'idée, c'est vraiment d'être rapide. Par exemple, aujourd'hui, nous, on n'accepte pas les candidatures des structures qui souhaitent recruter peut-être en 2022. Enfin, clairement, nous, on souhaite que des structures recrutent au plus vite. Donc, effectivement, les structures validées reçoivent un mail en les encourageant à recruter sous 3 mois. Recruter, ça ne veut pas forcément dire que la personne soit en poste effectif, mais vraiment qu'on ait vu que la structure est avancée dans son processus de recrutement, qu'elle ait sélectionné quelqu'un, qu'elle ait passé l'entretien. C'est vraiment important pour nous de voir que tout simplement ça avance, même si on sait très bien que par exemple là cet été les choses seront forcément un peu en pause, etc. Donc il n'y a pas de date butoir ferme par rapport à ça. Par contre, vraiment, nous, on est très vigilants sur la rapidité du recrutement et voilà, enfin, on sera vraiment presque même au cas par cas pour suivre les structures qui n'ont par exemple pas activé leur espace en ligne pour opérer le recrutement. Voilà, donc on invite vraiment à aller le plus vite possible. Oui, alors il y a quand même, effectivement, mais il y a un délai entre date de contrat et date de départ en formation. C'est-à-dire que vous Oui, alors oui, conseillez quand même qu'il y ait oui. 15 jours, 3 semaines maximum entre l'engagement de l'employeur et le départ en formation. Oui, effectivement, oui, pardon, j'avais éludé l'autre question, mais effectivement, c'est une deuxième question dans la question. Exactement, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'engage à ce que ces 4000 conseillers numériques en poste soient formés. Donc, on ne peut pas se permettre de subventionner des personnes qui vont rester 1 mois, 2 mois dans la structure sans avoir reçu notre formation. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, nous, on sait que parfois, il y a des délais de latence, que c'est compliqué de synchroniser tout ça. Donc, on tolère effectivement 15 jours, 3 semaines d'intégration au sein de la structure avant la formation. Mais typiquement, oui, si vous recrutez quelqu'un là le 1er juillet, il ne peut pas. Enfin, c'est trop tôt s'il commence sa formation seulement en septembre. Ok, alors il y a une autre question. Est-ce qu'on peut partir en formation avant d'avoir signé le contrat conseiller numérique? Ah oui, alors ça, je n'avais jamais eu. Ah oui, oui. Partir en formation avant d'avoir signé le contrat, mais alors du coup, c'est intéressant. Enfin, qu'est-ce qui bloquerait dans la signature du contrat si la personne est prête déjà à partir en formation? Je m'interroge. Peut-être que c'est des questions administratives.
mais pour moi, c'est surtout la convention qui fait foi dans ce cas-là, la signature de la convention avec la Banque des Territoires, donc ce que vous faites sur démarche simplifiée, qui fait foi plus que le contrat. J'ai presque envie de vous dire, ça c'est plus entre vous de voir, quoi, si vous souhaitez faire bénéficier à la personne notre formation subventionnée, à cette personne qui n'a pas signé de contrat avec vous. Mais je ne crois pas que ce soit bloquant. D'accord. Très bien. Donc là, autour de ces sujets-là, c'est tout bon. On a d'autres questions, donc toujours sur la formation. Comment on peut avoir les coordonnées des organismes de formation sélectionnés, notamment parce que certains disent avoir déjà fait les procédures et tout ça, ne toujours pas avoir été contactés par l'organisme pour le test du conseiller, hein, pour son niveau, pour savoir s'il est sur la formation 1 ou 4. Parce qu'en gros, c'est un peu ça les modules. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il est possible d'avoir comme information, par exemple, les coordonnées de l'organisme pour chaque région de France? Oui, alors on a un référent par consortium régionaux, donc ça, je pourrais vous le partager également. Mais ça, si jamais vous pouvez mettre dans le chat le délai dont vous parlez, entre le moment du coup où vous avez finalisé sur démarche simplifiée vos démarches et rentré surtout le nom de votre candidat et maintenant du coup, j'aimerais bien savoir combien de temps vous avez attendu avant d'être contacté, voilà, par un organisme de formation. Ce que je propose, c'est qu'on ne le fasse pas dans le webinaire, mais qu'on puisse peut-être donner votre mail en tant qu'interlocutrice. Voilà, très bien. Hein, et puis, on enverra de toute manière les éléments diaporama et éléments de réponse. Oui. Donc voilà, il y a une autre question qui se pose à l'embauche du conseiller, c'est la possibilité d'avoir un contrat aidé sur le même poste. Est-ce que c'est possible? Et donc, effectivement, d'avoir finalement un cofinancement sur la fonction de conseiller numérique. Alors, ce ne sera pas un cofinancement. Ça sera en fait la cumulabilité sera possible uniquement sur la forme du contrat. C'est-à-dire qu'on peut embaucher quelqu'un sous contrat PEC dans le cadre du dispositif conseiller numérique. En revanche, si on part sur un contrat de 24 mois par exemple, les 40 000 € ne vont pas s'additionner au pourcentage couvert du contrat PEC. Voilà, donc financièrement, il n'y a pas de cumul possible. Oui, tout à fait. OK. Pour vous expliquer, c'est par rapport aux aides à l'emploi, on ne peut pas cumuler des aides à l'emploi. Voilà, le code du travail ne le permet pas. Très bien. Juste pour répondre en même temps qu'on est sur les économies, effectivement, je le rappelle, il n'y a pas d'aide sur l'achat matériel ou sur les frais annexes. Voilà, ça fait partie de ce qui est à rechercher, en fait. OK, donc ça, c'est répondu. Mais sur les équipements, justement, du coup, je fais une parenthèse. C'est en ça où les mutualisations, ça peut être intéressant aussi. Par exemple, voilà, vous êtes une petite structure qui n'a pas forcément l'équipement nécessaire, mais vous souhaitez potentiellement mutualiser avec telle médiathèque le conseiller numérique, et la médiathèque, pour le coup, sera équipée. Enfin, il y a des solutions à trouver par rapport à la mutualisation, mais on sait bien que c'est pas... que c'est un besoin aussi crucial. Aujourd'hui, le dispositif, il y répond pas, il répond à un autre aspect. Mais en tout cas, voilà, il y a des solutions à trouver sur la mutualisation. Toujours là, sur cette phase de recrutement et de démarrage de contrat, il y a une question autour de la cohérence territoriale, en fait, dans les projets sur les territoires. Quel regard sur les autres demandes formulées par les acteurs d'un même territoire? Comment ça se passe concrètement? Imaginons une communauté de communes où il y a 5 demandes d'acteurs différents. Voilà, comment ça se passe? Alors, très bonne question. Du coup, nous, on a vraiment délégué à la préfecture de département ce travail de concertation locale pour aller voir les acteurs, essayer justement de favoriser d'ailleurs des mutualisations où parfois ça peut être pertinent, surtout quand plusieurs acteurs sont intéressés par le dispositif. Et en mesurant les besoins sur un territoire donné, accorder un ou plusieurs du coup conseils numériques sur
sur ce territoire-là. Voilà. Et s'il y a des arbitrages à faire entre plusieurs acteurs, c'est vraiment la préfecture qui déterminera, selon le sérieux entre guillemets du projet, selon l'équipement aussi de la structure, quelle sera la structure la plus pertinente pour être employeuse d'un conseil numérique. Très bien. Juste pour revenir sur le cumul entre emploi aidé, l'articulation avec un adulte relais, même réponse? Oui, alors ça sera pas financièrement cumulable également. Ok. Très bien. Je regardais là dans le conversé. Oui, ça parle de la cohérence là, hein. Je ne sais pas si vous voyez le chat. Alors, la cohérence. Nous n'avons pas encore de retour de notre demande CNFS. Voilà, dans le Gard, nous sommes. Donc, il y a bien une réponse positive pour 2 postes, mais seules les candidatures ont été validées à ce jour. Donc, ça veut dire que là, il y a eu une première vague qui a validé les collectivités, mais que la vague pour le privé n'a pas été encore validée. Alors aujourd'hui, non, il n'y avait pas forcément de priorisation à ce niveau-là. Après, potentiellement, on a proposé à des structures, aux préfectures d'émettre des avis complémentaires sur certaines structures, puisqu'elles n'avaient pas forcément assez d'éléments pour se prononcer. Donc c'est peut-être pour ça aussi que cette structure a été mise en attente. Mais encore une fois, vraiment, si vous êtes, et j'espère que c'est le cas, mais si vous êtes en contact avec la préfecture, si elle vous a contacté, n'hésitez pas voilà, à la relancer pour savoir où en est le traitement de de votre dossier, tout simplement. Très bien. Alors, il y a une question un peu à part, mais qui viendra sur d'autres appels. Peut-être qu'on fera cette réponse plutôt en fin de webinaire, je pense. Sur la formation, vous aviez parlé d'alternance. Peut-être qu'il faut préciser ce que sont les cadres des formations, en fait. Il y a 4 cas possibles. Il y a les 105 heures parce que la personne a les compétences techniques et il y a effectivement jusqu'à 4 jours semaine. Clairement, c'est tout le temps de l'alternance, c'est-à-dire que si l'organisme de formation détecte votre conseiller et qu'il n'a besoin qu'un jour par semaine de formation pendant 4 mois, les 4 jours sont en structure. On est d'accord? Alors, l'alternance, en fait, elle est un peu variable en fonction des organismes de formation. Donc, je vous cache pas que je peux pas vous faire une réponse complètement exhaustive par rapport à ça. Mais la plupart des organismes de formation prévoient une période d'alternance et une période de temps plein. D'accord. Pour que la structure puisse bénéficier du conseil numérique quand même en pointillé, surtout sur la période, sur la formule de formation la plus longue, de 420 heures. Voilà, mais il y aura une période de temps plein qui sera de toute façon indispensable pour préparer le passage des certifications. Ok, sur la question CDD, CDI, alors poste existant, il est demandé qui fait l'arbitrage en fait? C'est vous nationalement, c'est les préfectures? Alors, quel Par regard exemple, sur l'arbitrage? j'ai un poste d'animateur dans mon centre et je souhaiterais qu'il bénéficie finalement du dispositif. C'est nationalement que vous voyez ces situations? Que vous regardez si c'est pertinent ou pas? Bah, c'est-à-dire que nous, on offre une subvention sur 2 ans, quoi qu'il arrive. Après, le choix vous appartient de faire un CDI ou un CDD en fonction, bah, du coup, j'imagine en fonction des ressources. Hein, Oui. voilà. Après, nous, évidemment, on encourage les CDI. Après, c'est pas un critère éliminatoire du tout de dire à la préfecture de département, moi, je vais faire un CDD. On sait que la plupart des contrats seront des CDD.
Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais en tout cas, l'arbitrage, il est de votre côté. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos capacités. Ok, donc ce qui veut dire que peut-être là, il y a plutôt à mettre en jeu les acteurs locaux et une dynamique territoriale et de voir le dispositif que comme une impulsion. Exactement. Comme une impulsion, avec l'espoir que ça puisse se pérenniser. Mais encore une fois, je reviens sur la mutualisation qui peut être intéressante puisqu'elle implique du coup plusieurs secteurs qui eux-mêmes peuvent avoir des cofinancements de la région, par exemple, ou d'autres acteurs qui peut du coup structurer une pérennisation d'un poste qui restera mutualisé. Donc ça peut être intéressant. Ok. Alors, juste pour finir là, sur ces histoires de alternance, pas alternance, ça veut dire que chaque organisme de formation, donc c'est surtout des vues régionales, hein, je pense qu'ils ont obtenu des marchés qui sont Oui. plutôt régionaux, a construit son offre selon son territoire. Donc, il n'y a pas une offre unique. Non, le marché portait surtout sur un contenu. Après, sur le rythme de formation, je vais voir avec la personne qui s'occupe de la relation avec les organismes de formation si je peux vous envoyer du coup les rythmes d'alternance possible par organisme de formation. Ok. Et dernière question pour la formation, sur le démarrage juillet-août, dans la difficulté d'avoir parfois des formations présentielles, vous aviez mis en place une formation distancielle possible. Mhm. Est-ce que ça, c'est quelque chose Mhm. qui sera reconduit sur les périodes où on sera sur du présentiel? Non, de toute façon, c'est un lot dans le marché public qu'on avait fait l'année dernière, surtout par rapport au contexte sanitaire. Et bon, on n'est pas à l'abri qu'en septembre, voilà, on en ait besoin de ce lot en distanciel. Et de toute façon, c'est une option qu'on veut garder. Qu'on veut garder quoi qu'il arrive, puisque même si on a essayé de faire des formations en présentiel à l'échelle la plus locale possible, parfois il peut malheureusement arriver que quelqu'un, je ne sais pas, ait pas de moyens de locomotion et doive quand même aller à sa formation qui est à 20 km sans transport ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on voulait vraiment donner la possibilité à tout le monde de pouvoir assister à cette formation-là. Donc c'est vraiment une possibilité qu'on va garder, qui n'est pas que là pour l'été. Très bien. Alors, il y a des questions autour du retour de reporting, en fait, de comment vous allez évaluer l'action des conseillers numériques. C'est quoi les méthodes d'évaluation prévues, les méthodes de bilan, quelle fréquence de reporting, de retour. Je sais qu'il va y avoir une application un peu communautaire autour des conseillers numériques où ils pourront échanger des choses voilà, à travers des outils collaboratifs en ligne. Donc ça, cette partie-là, comment elle s'organise, comment elle est pensée aujourd'hui? Tout à fait. Alors effectivement, nous, on a bien sûr un devoir d'évaluation de politique publique. Donc, on va mesurer l'action de ces 4000 conseillers numériques par deux moyens. Un moyen quantitatif, donc vous en avez parlé, c'est effectivement un rapport d'activité qu'on va demander directement aux conseillers, qui sera très rapide à remplir, qui sera à remplir après chaque accompagnement, pour nous donner en fait des données chiffrées sur le type d'accompagnement donné. Donc si justement ça a été un accompagnement ponctuel ou un accompagnement dans le cadre d'un atelier collectif, par exemple, voilà l'âge de l'usager, sa catégorie socio-professionnelle, le type d'accompagnement délivré. Donc voilà, pour avoir un petit peu déjà des données sur le nombre d'accompagnés, tout simplement, et son type d'accompagnement. On aura également donc, un mode d'évaluation plutôt qualitatif où nous, on va venir mener sur un panel de conseils numériques des interviews pour essayer de comprendre leur ressenti par rapport à leur accompagnement, les difficultés qu'ils rencontrent, et voilà, comment on peut améliorer les outils au mieux. D'accord. Et ça, c'est des outils qui sont déjà, qui vont être opérationnels dès le démarrage?
Alors, aujourd'hui, l'espace communautaire en question, où il y aura le rapport d'activité d'ailleurs à remplir, cet espace, il s'appelle l'espace coop. Il sera en ligne à la fin de la semaine, donc pour les conseillers recrutés, bien sûr. Le rapport d'activité sera en ligne courant juillet. Voilà. Et les interviews vont être menées donc plutôt à la fin d'année pour laisser le temps au premier conseiller d'exercer tout simplement. D'accord. Il y avait une question autour des financements et de l'évaluation et aussi des retours Les de structures, en rendre fait, compte. oui. Oui, de rendre Mm. compte. C'est quelque Oui. chose d'annuel, semestriel? Comment c'est calibré? Est-ce que c'est calibré sur les années civiles? Euh, Alors, à date, on n'a pas, il n'y aura pas de rapport d'activité de la part de la structure à nous adresser, en fait. Nous, simplement, enfin, par exemple, si un conseiller numérique, on voit que dans son rapport d'activité, il fait un accompagnement par semaine, bah, on va déjà lui demander pourquoi, comment ça se passe, quelles sont ses difficultés, etc. Et à ce moment-là, en fait, le contrôle il va plutôt s'opérer au niveau des conseillers numériques et ensuite remonter vers les employeurs. Cas échéant, on contactera l'employeur pour essayer de comprendre voilà, ce qui ne fonctionne pas et comment on peut améliorer les choses. la question du reporting, elle se précise aussi. Alors, merci pour ce qui est du financement. Là, on revient sur le conseil numérique et ses tâches quotidiennes. Dans ces face-à-face, est-ce qu'il peut avoir des accompagnements anonymes? Est-ce qu'il est obligé d'avoir d'avoir des reportings, catégories socio-professionnelles? Enfin, on a des fois ces contraintes-là. Est-ce que là, on est obligé d'être aussi précis? Alors, ce sera des reportings anonymes dans le sens où il n'y aura pas à rentrer le nom de l'usager, hein, bien sûr. Ça, c'est des données qui auraient été trop compliquées à collecter et pour le coup trop chronophages à récolter pour le conseil numérique puisqu'il aurait fallu faire signer un papier, etc. Enfin, voilà, c'était trop compliqué. Et puis de toute façon, c'est pas les noms des usagers qui nous intéressent, c'est vraiment qui ils sont, quels sont leurs enfin, sur quoi ils pêchent en fait, quels sont les usages les plus demandés, sur quoi ils ont envie d'être autonomes, sur quoi finalement ça les intéresse pas du tout d'être autonomes. C'est vraiment pour essayer de comprendre ça. Et c'est important pour nous aussi de connaître. Alors il y a juste une question sur la catégorie socio-professionnelle, c'est simplement, je crois, en emploi, en demande d'emploi ou étudiant. Enfin, je crois que c'est un truc très rapide à remplir. Et c'est vraiment important pour nous de connaître les publics qui vont venir solliciter les conseillers numériques, puisque ces 4000 conseillers numériques là, ils vont nous permettre en fait d'avoir un peu un observatoire aussi sur ces publics et comprendre la fracture numérique tout simplement. J'ai une question de nouveau de retour sur l'articulation des aides et des subventions. Je pense qu'elle est importante. La somme qui est apportée par le dispositif, elle couvre le salaire. On sait que, par exemple, on a du déplacement puisqu'on va viser sur des mises à dispo dans une médiathèque. Il y a des frais qui sont annexes, qui peuvent être d'ailleurs aussi la médecine du travail. Enfin, il y a d'autres frais qui ne sont pas considérés. On est d'accord que sur ces frais, on peut aller chercher, par contre, un cofinancement public. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous, par retour d'expérience, on a pas mal de structures qui sont adressées aux régions, aux départements, donc à des collectivités. Nous, on a juste une seule contre-indication, c'est que comme nos fonds viennent du fonds européen, on ne pourra pas faire un cofinancement avec donc des fonds européens en fait. Voilà. Donc c'est juste la seule contre-indication, mais sinon tous les cofinancements sont possibles. Oui, c'est important de dire que c'est des fonds européens parce que même sur la durée, vous disiez tout à l'heure, on s'engage sur 2 ans, mais c'est parce que c'est la contractualisation de l'enveloppe. Oui. Ah, c'est pas du droit commun. Mm. Ok, alors il y avait une question autour de plus large, ce que je vous disais tout à l'heure sur fracture numérique. Il y a le fait d'accompagner les gens à utiliser, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas d'accès. Alors pas d'accès à Internet, mais pas d'accès au matériel. Est-ce que on est là sur la stratégie un peu plus globale de la NCT, et pas que sur le conseil numérique, est-ce que c'est prévu d'avoir des dispositifs qui viendraient accompagner les populations à s'équiper ou à avoir des forfaits sociaux?
Alors, on a un appel à projet qui s'adressera aux collectivités qui va sortir à la rentrée pour équiper les collectivités et mettre à disposition du matériel informatique reconditionné. Ça serait une enveloppe limitée, hein, quoi qu'il arrive, hein, pas comme toutes les enveloppes, hein, normales, mais en tout cas, ça sera une des mesures qu'on va prendre. Donc, ça sera potentiellement des équipements qui seront mis à disposition dans du public, des médiathèques, des choses comme ça. Mais pour l'instant, voilà, c'est la mesure qu'on a sur l'équipement, mais qui reste hein, une vraie question, hein, clairement. Ok, sur le maillage territorial, vous avez parlé en intro du nombre déjà alors de structures ou de conseillers déjà validés. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce qu'il y a des territoires qui sont pas du tout couverts? Est-ce qu'il y a des territoires en tension? Euh, quelle est la première vue qu'on peut avoir là? Tout à fait. Alors oui, on a effectivement des territoires qui sont un peu en mal de conseillers numériques. Alors pareil, je ne les connais pas par cœur, je peux aussi me noter, vous envoyer la liste. Je peux déjà vous citer par exemple la Haute-Marne spécifiquement, l'Eure-et-Loir, l'Eure également. Donc on a une vingtaine de départements en fait où oui, clairement, on a encore pas mal de place, malheureusement, et où on est en mal de structures postulantes. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Pour l'instant, il me semble qu'on a fait le tour, mais je viens de vous réinviter, si vous le souhaitez, à poser des questions dans l'onglet Q et R, parce qu'il nous reste encore un peu de temps ensemble. Donc voilà, on a encore une profitez-en. petite demi-heure, donc posez vos questions, on est là pour ça. La question du recrutement, Julia, parce qu'il y a la plateforme, on est d'accord que tout ne se limite pas à la plateforme. La seule condition, c'est que la personne retenue, même si elle était retenue dans un cadre d'un recrutement traditionnel sur un territoire, passe par une inscription à la plateforme et au passage de Pix. On n'a pas parlé de Pix. Oui, tout à fait. Effectivement, on a bien conscience que même si on a constitué un vivier de candidats, vous, à l'occasion de rencontres ou quoi que ce soit, vous allez peut-être identifier en amont un candidat qui n'aura pas été inscrit sur la plateforme avant. Donc effectivement, enfin, de toute façon, on n'a pas le pouvoir et l'idée, c'est pas non plus de censurer complètement cette possibilité de recruter cette personne. Mais par contre, il faudra bien que cette personne s'inscrive sur la plateforme. Elle apparaîtra ensuite dans votre vivier, puisque c'est un vivier qui est ciblé géographiquement. Voilà. Donc voilà, et on propose aux candidats qui se sont inscrits sur la plateforme et qui apparaissent dans votre vivier de passer un test PIX, que vous ayez un peu une indication sur ses compétences numériques. Donc ça se présente sous forme d'un pourcentage, c'est un pourcentage de réussite au test. Donc ça peut être un élément qui peut vous guider dans le recrutement. Aujourd'hui, dans le vivier, on n'a pas proposé aux candidats d'apposer leur CV. Donc nous, le postulat qu'on avait, c'est de vous laisser libre choix d'organiser votre recrutement comme vous souhaitez, à savoir envoyer un mail à votre vivier pour leur demander des informations complémentaires que vous jugerez utiles, donc CV par exemple. Mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être envoyer un test, voilà, comme vous souhaitez. Mais on s'est bien rendu compte que c'était effectivement une demande assez forte d'avoir les CV en amont. Donc, on va créer une CV Tech du coup sur la plateforme où on va proposer aux candidats de glisser leur CV dans leur profil. Et ça pourra aussi faciliter votre recrutement. Voilà, et on a pu déjà discuter ensemble de l'actualisation en fait des profils parce que certains ont enregistré leur profil dès septembre 2020, à ma connaissance. Donc, vous mettez enfin, comment est réactualisée finalement la base de données? Alors, on envoie des mails aux candidats, ce qu'on appelle des mails balais, où on leur demande s'ils sont toujours disponibles pour le dispositif. Et c'est comme ça qu'on essaie de mettre à jour le plus possible la base de données pour ne pas vous faire perdre du temps dans la recherche du candidat. Ok. Si on reste toujours sur
La logique territoriale, la cohérence. Il y a une question autour par exemple, des gens du voyage. Est-ce qu'il y a des particularités? Enfin, est-ce que vous êtes attentif au fait qu'il n'y a pas que des problèmes de maillage territorial ou de cohésion géographique, mais aussi de public plus atypique? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte? Alors oui, alors mais je ne sais pas sur quelle dimension, enfin, sur quelle dimension la question porte par rapport au fait que ce soit des populations nomades qui. Là, on est sur des gens du voyage, effectivement, un peu équipés, qui peuvent être nomades, mais la structure accompagne les gens du voyage. Ah oui, il n'y a aucun problème par rapport à ça. La structure accompagne tout le monde. Enfin, vraiment, c'est un service public, donc il y a aucun souci. Quand je parle de cohérence territoriale et de maillage territorial, c'est avec avec les structures, couvrir le plus possible du territoire d'un département et avoir une cohérence, voilà, pas deux conseils numériques sur un même territoire qui font la même chose, voilà. Mais l'idée, c'est justement de couvrir tout le territoire et surtout là où il y a des besoins bien pressentis. Et voilà, on encourage la mobilité du conseiller numérique au maximum. Le conseiller numérique peut aller à domicile, le conseiller numérique peut se déplacer voilà, dans des écoles, dans des EHPAD. Voilà, le conseiller numérique est mobile. Ok, je pense que la question, effectivement, elle était posée sur le fait que c'est pas des publics qui se déplacent obligatoirement dans les lieux de Ouais. politique publique, style Maison France Service. Donc, est-ce que dans ce cadre-là, par exemple, il peut être un conseiller numérique dans une MFS et un conseiller numérique dans un centre social des gens du voyage parce que le public est vraiment spécifique? Ah bah oui, oui, complètement. Là-dessus, il y a une complémentarité super intéressante. Ok, très bien. Alors, alors, il y a une question autour de qui est employeur. Est-ce que vous avez une vue dans les 400 ou enfin, en tout cas dans ceux qui ont été attribués de qui est employeur? Est-ce que c'est plutôt des collectivités, des assos? Alors aujourd'hui, le seul, bon, on attend un peu la fin du déploiement pour faire un peu le point, puisque de toute façon, on n'est pas là pour orienter non plus les, bah, le nombre de types de recruteurs, voilà. Mais le seul chiffre qu'on pilote et qu'on surveille un peu, c'est donc la répartition entre les collectivités et les autres employeurs de type droit privé. Donc aujourd'hui, on est plutôt à 70% de collectivités et 30% de structures de droit privé. Ok. Alors, entre deux questions, un compliment et une personne qui vous dit que le site est très bien fait pour le recrutement et voilà, facile à la recherche. Ça fait Toujours bon à plaisir. prendre. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, ça se prend comme compliment, ça. Il y a une question, Julia, dont on a parlé en intro, qu'on pensait bien qu'arriverait. Il y a la question des tenues. Donc, j'ai deux questions autour de ça. Est-ce qu'elles sont gratuites? Est-ce qu'elles sont en nombre? Et est-ce qu'elles sont de façon inconditionnelle? Alors, à l'issue de son recrutement, le conseil numérique recevra un petit kit de bienvenue, donc un livret d'accueil, un tote bag, quelques petits goodies, des autocollants, etc. Et également, effectivement, un sweat et un polo avec le logo conseil numérique France Service. Donc l'idée de ces objets, c'est pas un uniforme, hein, c'est pas contractuel, mais c'est voilà, c'est un goodies. Voilà. Ok. On va peut-être revenir sur l'histoire du reporting. On a une question Oui. particulière voilà, sur la méthode. Est-ce que on a parlé de l'application pour les conseillers numériques? Est-ce que l'évaluation va passer par ça? Et est-ce qu'elle est journalière? Est-ce que vous allez demander un reporting à travers les outils collaboratifs chaque fin de journée, tous les mois, tous les 6 mois, à la fin de l'année techniquement? Alors, Voilà. en fait, je pense qu'il y a un peu, enfin, j'ai peut-être pas été très claire sur comment, quel est ce reporting demandé pour le conseiller numérique, hein, parce que je parle bien c'est le conseiller numérique qui doit le fournir, c'est pas l'employeur. C'est vraiment à la fin de chaque accompagnement. Donc, je pense pas que le conseiller numérique il se souviendra de l'accompagnement qu'il a fait en début d'année s'il souhaite faire tout ça en fin d'année, à moins qu'il le marque sur un petit carnet, mais bon, je pense que c'est un peu compliqué. Il vaut mieux le faire, par exemple, à la fin de chaque journée ou à chaud après l'accompagnement, mais vraiment, on l'a construit
pour que je crois qu'il est réalisable en, je crois que c'est 40 secondes. Donc, clairement, c'est quelques boutons sur lesquels cliquer. D'accord, c'est un questionnaire type. Oui, tout à fait. Oui, c'est toujours le même. Oui, oui. Et il n'y a rien à rentrer, hein. C'est vraiment cliquer sur des boutons. Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment pas chronophage et pas trop lourd. Et que ça puisse se faire très rapidement après l'accompagnement ou à la fin de la journée. Voilà. Très bien. Alors, la structure, ouais. Voilà. C'est une question aussi intéressante parce que, évidemment, ça nous l'a été demandé. Donc, nous, on a aussi envie de partager toutes ces données super précieuses avec les structures employeuses dans le cadre de leur activité. On veut simplement pas que ce soit perçu par le conseiller comme du flicage, entre guillemets, ou quelque chose comme ça. Donc, on réfléchit à une présentation, ou en tout cas à un export qu'on pourra, en tout cas une visualisation qu'on pourra vous partager en fait des activités du conseil numérique pour que ce soit pas une visualisation qui paraisse trop oppressive, hein, mais vraiment juste un partage d'informations. Donc oui, vous aurez accès à ces données-là et potentiellement même nous, on compte surtout sur le fait que le conseiller numérique vous lui partage spontanément, vous envoie, il aura la possibilité de faire des exports et de vous partager des visualisations. Donc voilà. Merci Julia. Allez-y. Donc oui, pardon, je rebondissais, oui, vous pourrez donc récupérer ces données pour vos statistiques, puisque vraiment, je pense que c'est des données un peu d'utilité publique, hein, vraiment, on voit ces 4000 conseillers numériques comme des petits observateurs de la fracture numérique, et ça va être super précieux et super intéressant pour voir quelle autre politique publique on pourra mener par la suite avec ces données. Et c'est en effet des données qui peuvent servir aussi pour les diagnostics de territoire ou autres. Complètement. On a une question, une chouette question aussi autour de l'échange de pratiques entre les conseillers numériques. Est-ce qu'il y a des temps d'échange de pratiques qui pourraient être prévus, qui sont prévus dans les prochains mois? Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement une animation nationale opérée par l'ANCT. Donc, c'est par rapport à l'espace COP qu'on propose. On fait aussi des visios de bienvenue toutes les semaines avec les nouveaux conseillers numériques qui sont embauchés. Et on animera aussi une conférence nationale donc par mois sur des thématiques précises. Les problématiques vont émerger petit à petit. On veut vraiment que ce soit collaboratif avec les conseillers numériques, mais ça peut être animé, un atelier de traitement de texte ou des choses comme ça. En parallèle, les hubs, les hubs qui sont des réseaux pour l'inclusion numérique régionaux, interviendront auprès des conseillers numériques pour faire une animation aussi plus locale, faire se rencontrer pour le coup, non pas en visio, mais peut-être même plus en présentiel si la situation le permet, les conseillers numériques pour qu'ils puissent échanger entre eux, etc. Et on les a aussi missionnés pour potentiellement qu'ils fassent des visios ou des ateliers, en tout cas qui vraiment facilitent ce partage de ressources et d'expériences qui sera de toute façon possible sur ce fameux espace coop, qui fonctionnera aussi un peu comme Slack, où en fait il y aura des canaux de discussion régionaux et départementaux, où vraiment les conseillers numériques pourront dialoguer entre eux, s'échanger des ressources. Nous, on proposera aussi des ressources. Voilà. Donc l'idée, c'est que ce soit vraiment collaboratif. Très bien. Si on reste sur le sujet des conseillers numériques et de leur animation, en fait, est-ce qu'il est prévu, donc là, on voit bien qu'il y a des temps nationaux, des temps autour des outils collaboratifs. Est-ce qu'il est prévu une articulation par département, par région? Oui, c'est justement ce que je disais par rapport aux hubs régionaux qui sont missionnés justement pour faire cette animation locale, donc à la fois en présentiel, en visio, des conseillers numériques, soit à l'échelle départementale, soit régionale, mais qui est en fait un moment d'échange et potentiellement un moment de convergence des conseillers numériques en vrai, entre guillemets. Et pour ceux qui connaissent Numérique en commun, donc qui est un événement, notre événement, enfin l'événement organisé par la NCT, qui traite aussi d'inclusion numérique, on aura des temps dédiés aux conseillers numériques.
Donc, on vous donnera, on donnera au conseil numérique plus d'informations par rapport à ça à la rentrée. Mais en tout cas, on veut vraiment que ce soit une communauté collaborative et voilà, c'est soudé. Enfin, c'est vraiment l'ambition du projet. Donc Okay. voilà. Alors, je fais le lien avec les personnes qui sont référentes dans les préfectures parce qu'il y a des fois des réflexions sur l'animation d'un réseau des conseillers dans les départements, pas obligatoirement sous couvert du hub. C'était un peu ça le sens de ma question. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient de la politique ANCT ou est-ce que c'est dans les préfectures un centre d'intérêt qu'ils ont développé eux? Vous voyez, est-ce que vous avez conseillé d'avoir des animations par département? Ces animations-là, oui, elles sont vraiment pilotées par les hubs. Les préfectures, ici, elles ont un rôle de suivi, éventuellement consultatif, mais en tout cas, il n'y a pas de personne référente en préfecture qui sera chargée de l'animation par rapport à ça. Donc vraiment, l'État sera représenté dans cette animation que vis-à-vis de la NCT au niveau national, du coup. D'accord. Il y a, je pense, une confusion là dans une des questions autour du fait que ce soit conseiller numérique France Service et que ce soit le label Maison France Service ou un label France Service. Donc la question est la suivante. Un centre social ou un espace de vie sociale qui recrute un conseiller numérique est-il labellisé France Service? Non, c'est vraiment deux dispositifs différents. En fait, les agents France Service, eux, pour le coup, ils sont là pour faire à la place de la personne. Enfin, voilà, on consulte un agent France Service, on va dans une France Service aujourd'hui pour faire ses déclarations d'impôts, etc. Et en fait, c'est vraiment différent du dispositif conseiller numérique où là, le conseiller numérique va essayer de mener vers l'autonomie l'usager. Mais il n'y a pas de labellisation du coup France Service pour une structure qui bénéficie directement d'un conseiller numérique. Ok. Par rapport justement au contact préfecture, ça faisait partie d'une difficulté qu'on a pu discuter avant, nous, Julia, mais peut-être qui est aussi dans les territoires, c'est d'identifier la personne référente au sein de la préfecture. Est-ce que là, il y a aussi un fichier de contact que vous avez qui permet d'identifier rapidement? Tout à fait, complètement. Alors bon, dans le cas du dispositif, c'est vraiment les préfectures qui sont censées donc du coup venir vers vous. Mais si aujourd'hui vous n'avez pas de contact identifié malgré tout, nous on peut vous partager effectivement le fichier de contact en tout cas des personnes qui traitent le dossier conseiller numérique, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de référent inclusion numérique ou en tout cas politique du numérique dans chaque préfecture. C'est vraiment des postes qui sont, voilà, c'est très variable en fait en fonction des départements. Donc on peut vous partager le fichier de contact pour voilà, vous adresser à eux, mais uniquement du coup dans le cadre du dispositif. Ok. Donc, il nous reste un petit quart d'heure. Donc, si vous avez encore des questions, hein, il faut les poser parce qu'après, ce sera trop tard. Non, on vous donnera les coordonnées de Julia. Moi, j'avais une question sur la fin du dispositif, en fait, puisqu'on va être sur des… alors, quand on est employeur privé, plutôt sur des CDD de 18 mois, mais les collectivités ont souvent fait des missions de 24 mois. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les fins de contrat, un accompagnement spécifique aux conseillers, une réorientation vers d'autres institutions? Comment vous avez envisagé finalement les fins de mission? Alors, nous, aujourd'hui, en tout cas, quand le plan de relance a été annoncé l'année dernière et quand on a lancé le dispositif, on a évidemment, on savait qu'on avait assez d'argent pour faire des subventions sur les salaires uniquement sur 2 ans et que voilà, la question se posait forcément. Et d'où donc la certification qu'on propose, qu'on propose aux conseillers de passer pour avoir justement cet argument et cet avantage sur leur CV si jamais leur structure employeuse ne renouvelle pas leur contrat pour des raisons économiques.
Donc aujourd'hui, on espère que ce dispositif-là, il va créer une dynamique, il va souligner des besoins qui sont peut-être pas aujourd'hui très visibles, mais qui existent, et que ça va être une première impulsion pour peut-être d'autres politiques publiques en ce sens. Voilà. Donc on espère que c'est le début de plein d'autres choses. Ok, je réponds juste là. Effectivement, le PowerPoint, donc c'est une question autour des documents. On va centraliser les documents et les contacts dans un mail qu'on va renvoyer voilà, aux participants. Nous avons les mails de formulaire d'inscription. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas passé par le formulaire d'inscription pour avoir le lien, il faut nous laisser vos mails. Voilà. Et on vous enverra les éléments. Ok. Alors, si je parle de la fin du dispositif, c'est aussi peut-être pour aborder une des questions que je vous ai dit que je poserai en fin de webinaire. Il y a d'autres dispositifs là qui vont apparaître. Vous en avez cité un. Mais il y a aussi Aidant Connect, il y a aussi l'AMI, les 5 défis. Alors, je ne sais pas s'il aura ce nom-là, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui nous attend là dans les 6 prochains mois en termes de propositions finalement dans les politiques publiques, et notamment sur la NCT numérique? Complètement. Alors, effectivement, donc toujours dans le cadre du plan de relance, donc comme je vous l'avais dit, nous, on a eu quand même une grosse enveloppe sur l'inclusion numérique. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 ans, le budget, il était de 300 000 euros. Donc là, c'est 250 millions. Donc, il y a plein de choses. Et du coup, il y a plein de choses à faire. Et il faut juste s'y retrouver et pas s'y perdre. Donc là, aujourd'hui, on travaille notamment sur un peu une refonte de notre site internet pour que ce soit plus clair. Mais aujourd'hui, les dispositifs qui sont sur l'action numérique, qui sont bien installés, qui arrivent, donc c'est bien sûr conseil numérique, donc on en a parlé. Il y a un dispositif aussi qui est plus ancien, qui est le pass numérique, mais qui est tout à fait compatible avec le dispositif conseil numérique. Pourquoi? Puisque un conseil numérique peut encaisser des passes numériques. Donc, le bénéfice du pass numérique ira directement à la structure, donc ça peut aider à financer par exemple de l'équipement ou autre chose. Voilà, et on a bien sûr le dispositif Aidant Connect qui est en plein déploiement, qui est un dispositif, en fait un outil qu'on propose pour sécuriser les démarches faites par des aidants numériques pour le compte d'autres personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trop de professionnels sociaux qui se retrouvent voilà, à faire des déclarations d'impôts ou à faire des démarches administratives pour le compte d'autrui, mais c'est absolument pas sécurisé. Et aujourd'hui, cet outil va permettre de le faire de manière tout à fait sécurisée. Donc, vous pouvez, en tant que structure, postuler dès maintenant, et je vais aussi vous envoyer le lien du coup de demande d'habilitation. Vous pouvez demander votre habilitation dès maintenant, et voilà, ça permettra de faire des mandats Aidant Connect pour le compte d'autrui. Donc, la demande d'habilitation se fait sur Internet et il y a ensuite 1 jour et demi de formation proposée à la personne qui sera habilitée à faire des mandats. Alors ça pose une question par rapport aux conseillers numériques. Est-ce que tous les conseillers numériques seront Aidant Connect? Non, puisqu'on ne pouvait pas obliger la structure à être habilitée Aidant Connect, puisqu'en fait, c'est tout un dispositif qui, entre guillemets, coûte de l'argent. Quand on habilite une structure, ça coûte de l'argent. Donc, c'est important pour nous de savoir si ça intéresse la structure d'être habilitée Aidant Connect, s'il y aura, voilà, s'ils veulent que leur conseil numérique fasse des mandats, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'est pas le besoin de toutes les structures. Donc, il faudra faire la démarche en parallèle. Après, le conseil numérique, nous, on va lui parler d'Aidant Connect. On va vraiment communiquer sur les autres dispositifs de la NCT au conseil numérique pour qu'il puisse aussi, lui, entre guillemets, faire son marché et voir ce qui est pertinent par rapport aux usagers qu'il rencontre et à son territoire. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est pas obligatoire, mais c'est possible. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était Aidant Connect. On a vu effectivement Aptic, enfin alors l'échec Aidant Connect. Tout à fait. L'échec pass numérique, oui, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres dispositifs autour de Fabrique de territoire? On est plutôt sur la fin, je pense. Oui, exactement. Mais non, mais aujourd'hui, en termes de points d'actualité, on a fait le tour. Ok.
Bon, ben, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions là dans les participants? Alors, il y a peut-être une information plutôt qu'une question avec l'association Reconnect qui propose des coffres-forts numériques partagés qui permet voilà, un accès à l'autonomie en permettant une sécurisation des documents dans une forme de cloud. Ça fait partie des choses que vous apporterez au conseiller numérique, des outils un peu concrets sur une façon de faciliter les démarches? Alors nous, on ne fournira pas d'outils à part Pix, qui sera donc un outil quand même intéressant pour donc juger du niveau de compétences numériques de l'usager. Donc ça, on a une convention avec Pix et là, on le fournit à tous les conseillers numériques. On n'a pas d'autre outillage de ce type-là, donc il y aura beaucoup de ressources, comme je vous le disais. Mais clairement, oui, le coffre-fort connecté, donc c'est un dispositif qui a été fait par le groupe SOS, un gros groupe associatif. Donc on a des agences Reconnect qui vont bénéficier de conseillers numériques d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas un outil qu'on nous a permis de partager. Voilà, on n'a pas de licence sur cet outil-là. Très bien, merci. Alors, je propose de faire une petite relance avant que nous nous quittions. Est-ce qu'il reste encore des questions auprès de nos participants? Et avant que vous partiez, on va vous poser, une dernière question sous forme de sondage. Est-ce que vous avez encore des interrogations? C'est le moment. Bien. Donc, Maya, est-ce qu'on peut poser notre petite question de fin? En tout cas, Julia, merci de votre intervention. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va consolider là, les documents PowerPoint, les liens dont vous avez parlé pour pouvoir les renvoyer aux participants et puis à notre réseau en entier. Hein, voilà, parce que là, vous étiez 36 participants, une cinquantaine d'inscrits, mais ça concerne plusieurs centres sociaux en France. Et on fera passer ça effectivement à travers un mail qui consolidera toutes les ressources. Et avant que vous partiez, on va vous demander de remplir un petit sondage. À C'est toi, Maya. parti. Vous le voyez s'afficher logiquement. Et en effet, là, on est 36 sur l'arrivée, mais on a été plus nombreux un poil Tout avant. à fait. On vous laisse encore quelques secondes. Il manque 2 ou 3 réponses. Hop. Oui, il manque encore une réponse. Mais elle vient pas. Allez, tant pis. Hop, je vous partage le résultat. Du coup, vous êtes Ok, une grosse super. majorité à avoir obtenu des réponses à vos questions. Et donc ça, c'est plutôt chouette. C'était l'objectif de ce temps-là. Voilà. Et vous êtes encore 2 à avoir des questions en suspens. Donc, Ok. si on Eh n'a pas eu ben, l'occasion d'y répondre maintenant, ouais, vas-y, alors, soit les Frédéric. questions effectivement sont posées maintenant, soit effectivement, vous pouvez revenir vers la FCSF pour poser votre question. On essaiera de faire un lien et on vous donnera le mail de Julia dans les outils qu'on va vous communiquer pour pouvoir répondre à ces questions-là. En tout cas, merci Julia. Donc voilà, l'exercice est, est une réussite, c'est bien. Merci à vous d'avoir pris ce temps-là avec nous. Et puis, moi, je vais revenir vers vous pour qu'on puisse consolider les documents qui permettent aussi de répondre aux questions. Et on peut aussi renvoyer sur la foire aux questions du site Oui, conseiller numérique, parce qu'il y a qui s'alimente un peu au fur et à mesure, parce qu'effectivement, il y a aussi des réponses qui sont adossées à ce site, voilà, tout qui à peuvent fait. être pertinentes. Je vous remercie, Julia, merci Maya, et je remercie tous les participants